Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens à vous avec un tout nouveau format qui s'appellera les revues du monde arabe. Je garantis pas qu'elles seront hebdomadaires, je vais pas m'avancer là-dessus pour pas vous promettre des choses en l'air, mais en tout cas, j'essaierai d'être régulière et pourquoi pas me lancer le défi de faire des revues hebdomadaires. Ça sera l'actualité de la semaine, peut-être toutes les 2 semaines, on verra et vous me direz si ce format vous plaît. Je vous avais posé la question en sondage et vous avez été en majorité à approuver, donc on y va tout de suite. J'en profite avant pour vous dire que j'ai ouvert une cagnotte Tipeee. Beaucoup me l'avaient suggéré, mais moi j'étais hésitante parce que j'étais un peu gênée à l'idée que vous puissiez me faire des dons en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait Tipeee c'est tout simplement une plateforme qui permet aux créateurs de contenu de se faire aider financièrement par leurs cibles, leurs auditeurs, leurs abonnés quoi. Même avec 1 euro quoi. Moi, je vous rappelle que mon activité sur YouTube, c'est pas mon activité principale, loin de là même. À côté, je suis responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Donc mon activité sur YouTube ne me rapporte rien. Et au contraire, j'ai dû dépenser de l'argent pour du matériel. Et parfois, mon manque de moyens avec le matériel qui est basique, je pense qu'il fait l'affaire, mais c'est quand même sur mes fonds propres. Et mon manque d'espace, vous voyez ce paravent juste derrière, il y a une armoire et un lit, c'est très petit en fait, ça peut me dissuader de faire de nouvelles vidéos, surtout que j'y passe beaucoup de temps et voilà. Donc si vous voulez me soutenir, allez-y, sinon aucun souci, je ne vous oblige à rien. Allez, on y va tout de suite, je vous fais pas perdre de temps. L'actualité, c'est d'abord les États-Unis qui ont annoncé la mort d'Abou Bakr el-Baghdadi, l'ancien calife de l'État islamique, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire par exemple l'annonce par la Turquie du fait qu'elle a arrêté l'épouse d'Abou Bakr el-Baghdadi, en l'occurrence sa première épouse, sauf qu'elle a été arrêtée, elle, l'année dernière, en juin 2018, et du coup, la Turquie en a profité pour dire que elle au moins, quand elle l'a fait, elle en a pas fait tout un plat et elle l'a pas crié sur tous les toits, contrairement aux Américains, ce qui n'est pas faux. Enfin bref, la Turquie a aussi et surtout dit « Nous ne sommes pas un hôtel pour djihadistes ». Et maintenant, elle menace de renvoyer vers leur pays tous les prisonniers de Daesh qui sont actuellement détenus sur son sol. Et du coup, ça s'ajouterait aux 800 prisonniers proches de Daesh qui étaient détenus dans des camps kurdes et qui ont pu s'enfuir quand la Turquie a lancé son offensive dans le nord de la Syrie pour repousser les Kurdes. Je précise que le chiffre de 800, c'est un chiffre avancé par les Kurdes. Et quand les pays du monde ont condamné cette offensive lancée par la Turquie dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, Erdogan, le président de la Turquie, a fait littéralement du chantage à l'Europe. Il a déclaré « Si vous essayez de présenter cette offensive comme une invasion, nous ouvrirons les portes de l'Europe et vous enverrons 3,6 millions de migrants. » Voilà, c'est dit. Jusqu'ici c'était indirect, mais maintenant c'est totalement assumé. La Turquie se sert de tous les migrants et réfugiés qu'elle a accueillis, et il faut l'admettre, elle en a accueilli énormément, elle a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là, surtout par rapport à sa capacité. Donc elle se sert de tous ces migrants qu'elle a accueillis comme moyen de pression contre les pays qui s'opposeraient à elle, en particulier l'Union européenne. Et d'ailleurs, depuis le mois d'août, les réfugiés qui se trouvent en Turquie, en particulier les réfugiés syriens, sont menacés d'expulsion maintenant parce que la Turquie commence à durcir sa politique vis-à-vis des réfugiés pour diverses raisons, pour séjours irréguliers, parce que certains se sont enregistrés dans certaines provinces et travaillent ou habitent dans d'autres provinces, ou des membres de leur famille sont enregistrés dans des provinces différentes des leurs. Donc tout ça, c'est très compliqué et aujourd'hui, ils ont peur d'être renvoyés dans leur pays. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas nouveau. La Turquie a toujours eu un rôle très actif en Syrie et il y en a pourtant qui semblent l'apprendre maintenant avec l'offensive mi-octobre de la Turquie dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, mais ça remonte au moins, je dis bien au moins, à 2015, quand elle a décidé de s'engager militairement dans la coalition internationale antiterroriste, donc pour combattre Daesh. Et plus tard, quand les Kurdes dans le nord de la Syrie ont décidé d'autoproclamer leur autonomie du Rojava, de la région qu'on appelle le Rojava, la Turquie est intervenue militairement, elle est entrée au milieu pour empêcher une continuité territoriale et une unification du territoire.
L'année dernière, la Turquie a aussi conclu un accord avec la Russie pour créer une zone démilitarisée dans la province d'Idlib, qui se trouve dans le nord de la Syrie et qui est le dernier bastion rebelle dans le pays. Actuellement, pour être exact, il est contrôlé par un groupe djihadiste qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham. Et à l'issue de cet accord, la Turquie a pu disposer de 12 postes de contrôle dans cette province. Donc, la Turquie a une présence militaire dans cette province, il faut le savoir. Et justement, Abu Bakr el-Baghdadi se trouvait dans cette province, dans la province d'Idlib, dans une ville qui s'appelle Barisha et qui se trouve tout près de la frontière turque au moment où il a été tué. Et certains se sont étonnés que la Turquie ne soit pas au courant de sa présence à ce moment-là, alors que non seulement il se trouve dans la région d'Idlib, qui, comme je vous l'ai dit, a une présence militaire turque, et en plus parce qu'il était tout proche de la Turquie. Et il se trouve en plus qu'Abu Bakr el-Baghdadi se trouvait dans une résidence qui appartenait à une faction de Hayat Tahrir al-Sham, qui elle-même, Hayat Tahrir al-Sham, contient beaucoup d'anciens membres d'une armée qui s'appelle l'armée de la conquête, Jaysh al-Fath, et qui était entraînée par la Turquie et équipée en armes par la Turquie. Donc ça rajoute encore plus d'éléments qui étonnent beaucoup d'observateurs vis-à-vis du fait qu'elle n'avait pas connaissance de la présence d'Abu Bakr el-Baghdadi dans cette région. Et pendant longtemps, la Turquie a été accusée d'avoir laissé passer les djihadistes vers la Syrie, d'avoir été un peu une base arrière pour les djihadistes ou les opposants de manière générale, et même d'avoir fermé les yeux quant au fait d'acheter du pétrole provenant à l'époque de zones contrôlées par l'État islamique, ce qu'elle n'est pas la seule à avoir fait, ou ce qu'elle ne serait pas la seule à avoir fait si on parle au conditionnel. Évidemment, la Turquie a toujours fermement nié ces accusations et elle considère que c'est de la propagande dirigée contre elle. Et elle rappelle elle-même que non seulement, comme je vous l'ai dit, elle est engagée dans la coalition internationale antiterroriste et qu'en plus elle a elle-même subi des attentats commis par Daesh sur son sol. Quoi qu'il en soit, la Syrie est depuis longtemps malheureusement devenue un énorme gâteau que toutes les puissances et toutes les forces possibles essayent de se partager, et la Turquie, comme beaucoup d'autres États, ne font pas exception. La deuxième actualité que j'ai retenue, c'est la révélation par plusieurs ONG du fait que les Émirats Arabes Unis se servent d'un site gazier de l'entreprise Total comme prison. En fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis le début de la guerre, en 2015, Total a abandonné ce site, donc les Émirats Arabes Unis en ont profité pour réquisitionner les lieux et pour, comme je vous l'ai dit, s'en servir de prison. Ce site se trouve dans la province de Chabwa, qui fait partie des zones pas contrôlées par les Houthis, donc pas contrôlées par les rebelles Houthis, mais par l'Arabie Saoudite, / les Émirats Arabes Unis, / le gouvernement reconnu par la communauté internationale, / toutes les milices liées à toutes ces forces que je viens de vous citer. C'est un grand bazar en tout cas. Ça me permet de vous dire que les Émirats Arabes Unis contrôlent déjà une île qui s'appelle Socotra, qui se trouve au sud du Yémen. Et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle La beauté oubliée du Yémen. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous voulez la revoir, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut. Et c'est une occupation illégale, d'autant plus que Socotra fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et que un quart de sa faune et sa flore ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. Bref, le Yémen est complètement déchiré entre les Houthis, soutenus par l'Iran, l'Arabie Saoudite qui soutient les islamistes et les Émirats Arabes Unis qui soutiennent les séparatistes du Sud. Et cet été, à Aden, les milices soutenues par l'Arabie Saoudite et les séparatistes soutenus par les Émirats Arabes Unis se sont disputés le contrôle de cette zone. Et il se trouve qu'il y a eu plusieurs affrontements jusqu'à ce que les séparatistes prennent l'avantage et que les Émirats Arabes Unis rachètent un des titres de presse là-bas et en prennent littéralement prennent le contrôle de sa ligne éditoriale au point d'en faire un organe de propagande. Je vous laisse d'ailleurs admirer la une
qui est paru peu de jours après le rachat de ce journal. Voilà, c'était pour faire un point sur le rôle des Émirats Arabes Unis dans la guerre au Yémen, parce qu'on parle souvent du rôle de l'Arabie Saoudite et de la vente d'armes par la France à l'Arabie Saoudite, des armes qui servent à tuer des civils malheureusement, alors que la France est signataire du traité sur le commerce des armes et que s'il y a ne serait-ce qu'un soupçon que des armes vendues vont servir à commettre des crimes de guerre, normalement la vente ne doit jamais avoir lieu. Donc ça c'est important, mais il faut aussi savoir que les Émirats Arabes Unis sont particulièrement impliqués dans le conflit et que avec ce qui se passe maintenant, les rivalités entre les milices soutenues par l'Arabie Saoudite et les milices soutenues par les Émirats Arabes Unis, on a vu apparaître des divergences d'intérêts entre les deux pays et des rivalités qui étaient jusque-là finalement masquées, mais qui allaient se voir tôt ou tard. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses ou alors qu'elle vous aura permis de synthétiser des choses que vous aurez vues à droite à gauche sans faire forcément de lien. Pour l'instant, pour cette vidéo, pour cette première vidéo revue du monde arabe, j'ai sélectionné 2 actualités, mais pour la prochaine vidéo, si le format vous plaît bien sûr, je sélectionnerai plus d'actualités et encore une fois je verrai si je le ferai chaque semaine, toutes les 2 semaines ou une fois par mois en fonction de mes disponibilités, du temps que j'ai, ou de vos retours à vous, ce qui vous semble le plus pertinent et puis même tout simplement en fonction de la richesse de l'actualité, mais côté Moyen-Orient, on est bien servi. Voilà, en attendant, je vous rappelle que j'ai un compte Tipeee, je vais pas refaire mon blabla dessus, mais ce sera en barre de description si vous avez envie de m'aider. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous et je vous dis à peut-être la prochaine semaine ou à dans 2 semaines ou à dans un mois. C'est nul, hein, je vous laisse sur votre faim, mais je veux pas vous faire de fausses promesses encore une fois. Allez, bye bye!